C'est là que se situe ce domaine épistémologique nouveau que l'âge classique a appelé la grammaire générale. Ce serait intéressant d'y voir seulement l'application pure et simple d'une logique à la théorie du langage. Mais intéressant également de vouloir y déchiffrer comme la préfiguration d'une linguistique. La grammaire générale, cette étude d'ordre verbal dans son rapport à la simultanéité qu'elle a pour charge de représenter. Pour objet propre, elle n'a donc ni la pensée ni la langue, mais le discours entendu comme suite de signes verbaux. Cette suite est artificielle par rapport à la simultanéité des représentations. Et dans cette mesure, le langage s'oppose à la pensée comme le réfléchi à l'immédiat. Et pourtant, cette suite n'est pas la même dans toutes les langues. Certains plaçant l'action au milieu de la phrase, d'autres à la fin. Certains nommant d'abord l'objet principal de la représentation, d'autres les circonstances accessoires, comme l'a fait remarquer l'encyclopédie, ce qui rend les langues étrangères opaques les unes aux autres et si difficiles à traduire. Plus que la différence des mots, c'est l'incompatibilité de leur succession. Par rapport à l'ordre évident, nécessaire, universel, que la science, et singulièrement l'algèbre, introduisant dans la représentation, le langage est spontané, irréfléchi, il est comme naturel. Il est aussi bien, et selon le point de vue sur lequel on l'envisage, une représentation déjà analysée qu'une réflexion à l'état sauvage. À vrai dire, il est le lien concret de la représentation à la réflexion. Il n'est pas tant l'instrument de communication des hommes entre eux que le chemin par lequel, nécessairement, la représentation communique avec la réflexion. C'est pourquoi
Le grammaire générale a pris tant d'importance pour la philosophie au cours du XVIIIe siècle. Elle était d'une seule tenante, la forme spontanée de la science. Comme une logique incontrôlée de l'esprit et la première décomposition réfléchie de la pensée. Une des plus primitives ruptures avec l'immédiat. Elle constituait comme une philosophie inhérente à l'esprit. Quelle métaphysique, dit Adam Smith, n'a pas été indispensable pour former le moindre des adjectifs. Et ce que toute philosophie devait reprendre pour retrouver, à travers tant de choix divers, l'ordre nécessaire et évident de la représentation, forme initiale de toute réflexion, thème première de toute critique, tel est le langage. C'est cette chose ambiguë, aussi large que la connaissance, mais toujours intérieure à la représentation, que la grammaire générale prend pour objet. Mais il faut tout de suite tirer certain nombre de conséquences. La première, c'est qu'on voit bien comment se partageant à l'époque classique les sciences du langage. D'un côté, la rhétorique, qui traite des figures et des troupes, c'est-à-dire de la manière dont le langage se spatialise dans les signes verbaux. De l'autre, la grammaire, qui traite de l'articulation et de l'ordre, c'est-à-dire de la manière dont l'analyse de la représentation se dispose selon une série successive. La rhétorique définit la spatialité de la représentation telle qu'elle naît avec le langage. La grammaire définit pour chaque langue l'ordre qui répartit dans le temps cette spatialité. C'est pourquoi, comme on le verra plus loin, la grammaire suppose la nature rhétorique des langues, langage. La grammaire suppose la nature rhétorique du langage, même des plus primitifs et des plus spontanés. D'autre part, la grammaire
comme réflexion sur le langage en général, manifeste le rapport que celui-ci entretient avec l'universalité. Ce rapport peut recevoir de formes selon qu'on prend en considération la possibilité d'une langue universelle ou d'un discours universel. À l'époque classique, ce qu'on désigne par la langue universelle, ce n'est pas le parler primitif, inentamé et pur, qui pourrait restaurer si on le retrouvait par-delà les châtiments de l'oubli. Longtemps d'avant Babel. Il s'agit d'une langue qui serait susceptible de donner à chaque représentation et à chaque élément de chaque représentation le signe par lequel ils pouvant être marqués d'une façon univoque. Il serait capable aussi d'indiquer de quelle manière les éléments se composant dans une représentation et comment ils sont liés les uns aux autres. Possédant les instruments qui permettent d'indiquer toutes les relations éventuelles entre les segments de la représentation, il exerce par le fait même le pouvoir de parcourir tous les ordres possibles. À la fois caractéristique et combinatoire, la langue universelle ne rétablit pas l'ordre des anciens jours. Elle invente des signes, une syntaxe, une grammaire où tout ordre concevable doit trouver son lieu. Quant au discours universel, il n'est pas non plus le texte unique qui conserve dans le chiffre, dans son secret, la clé dénouant tout savoir. Il est plutôt la possibilité de définir la marche naturelle et nécessaire de l'esprit depuis les représentations les plus simples jusqu'aux analyses les plus fines, aux combinaisons les plus complexes. Ce discours, c'est le savoir mis dans l'ordre unique que lui prescrit son origine. Il parcourt tout le champ des connaissances, mais d'une manière en quelque sorte souterraine, pour en faire surgir la possibilité à partir de la représentation, pour en montrer la naissance et en mettre à vif le lien naturel, linéaire et universel.
ce dénominateur commun, ce fondement de toutes les connaissances. Cette origine manifestée en un discours continu, c'est l'idéologie, un langage qui redouble sur toute sa longueur la vie spontanée de la connaissance. L'homme par sa nature tend toujours au résultat le plus prochain et le plus pressant. Il pense d'abord à ses besoins, ensuite à ses plaisirs. Il s'occupe d'agriculture, des médecins, de guerre, de politique pratique, puis de poésie et d'art, avant que de songer à la philosophie. Et lorsqu'il fait retour sur lui-même et qu'il commence à réfléchir, il prescrit des règles à son jugement. C'est la logique, à ses discours, c'est la grammaire, à ses désirs, c'est la morale. Il se croit alors au sommet de la théorie. Mais il s'aperçoit que toutes ces opérations ont une source commune et que ce centre unique de toutes les vérités est la connaissance de ses facultés intellectuelles. La caractéristique universelle et l'idéologie se posant comme l'universalité de langue en général, elle déploie tous les ordres possibles dans la simultanéité d'un seul tableau fondamental et l'universalité d'un discours exhaustif. Il reconstitue la genèse unique et valable pour chacune de toutes les connaissances possibles en leur enchaînement. Mais leur projet et leur commune possibilité résidant dans un pouvoir que l'âge classique prête au langage, celui de donner des signes adéquats à toutes les représentations qu'elles soyons, et d'établir entre elles tous les liens possibles, dans la mesure où le langage peut représenter toutes les représentations. Il est de plein droit l'élément de l'universel. Il doit y avoir un langage au moins possible qui recueille entre ces mots la totalité du monde et inversement le monde, comme totalité du représentable, doit pouvoir devenir en son ensemble une encyclopédie. Et le grand rêve de Charles Bonnet
rejoint là ce qu'est le langage dans son lien et son appartenance à la représentation. Je me plais à envisager la multitude innombrable des mondes comme autant de livres dont la collection compose l'immense bibliothèque de l'univers ou la vraie encyclopédie universelle. Je conçois que la gradation merveilleuse qui est entre ces différents mondes facilitée aux intelligences supérieures à qui il a été donné de les parcourir ou plutôt de les lire. L'acquisition des vérités de tout genre qu'ils renferment et mettent dans leur connaissance, cet ordre et cet enchaînement qui en font la principale beauté. Mais ces encyclopédistes célestes, ne possédant pas tout au même degré l'encyclopédie de l'univers, les uns n'en possédant que quelques branches, d'autres en possédant un plus grand nombre, d'autres en saisissant davantage encore. Mais tous ont l'éternité pour accroître et perfectionner leur connaissance et développer toutes leurs facultés. Sur ce fond d'une encyclopédie absolue, les humains constituant des formes intermédiaires d'universalité composée et limitée, encyclopédie alphabétique qui logeant la plus grande quantité possible de connaissances de l'ordre arbitraire des lettres, passigraphie qui permettant de transcrire selon un seul et même système de figures toutes les langues du monde. Lexique polyvalent qui établissant les synonymies entre un nombre plus ou moins considérable de langues. Enfin, les encyclopédies raisonnées qui prétendant exposer autant qu'il est possible l'ordre et l'enchaînement des connaissances humaines, en examinant leur généalogie et leur filiation, les causes qui ont dû les faire naître et les caractères qui les distinguent. Quel qu'ait été le caractère partiel de tous ces projets, quelles qu'ayant pu être les circonstances empiriques de leur entreprise, le fondement de leurs possibilités dans l'épistémé classique, c'est que si l'être du langage était tout entière ramenée à son fonctionnement dans la représentation, celle-ci n'avait en revanche de rapport à l'universel
que par l'intermédiaire du langage. Connaissance et langage sont strictement entrecroisés. Ils sont dans la représentation, même origine et même principe de fonctionnement. Ils s'appuient l'une l'autre, se complétant et se critiquant incessamment. En leur forme la plus générale, connaître et parler consistant d'abord à analyser le simultané de la représentation, à en distinguer les éléments, à établir les relations qui les combinent, les successions possibles selon lesquelles on peut les dérouler. C'est dans le même mouvement que l'esprit parle et connaît. C'est par les mêmes procédés qu'on apprend à parler et qu'on découvre où les principes du système du monde ou ceux des opérations de l'esprit humain, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de sublime dans nos connaissances. Mais le langage n'est connaissance que sous une forme irréfléchie. Il s'impose de l'extérieur aux individus qu'il guide bon gré mal gré vers de notions concrètes ou abstraites, exactes ou peu fondées. La connaissance, en revanche, est comme un langage dont chaque mot aurait été examiné et chaque relation vérifiée. Savoir, c'est parler comme il faut et comme le prescrit la démarche certaine de l'esprit. Parler, c'est savoir comme un peu et sur le modèle qu'imposant ceux dont on partage la naissance. Les sciences sont des langues bien faites, dans la mesure même où les langues sont des sciences en friche. Toute langue est donc à refaire, c'est-à-dire à expliquer, à juger en partant de cet ordre analytique que nulle d'entre elles ne suit exactement, et à réajuster éventuellement pour que la chaîne des connaissances puisse apparaître en toute clarté, sans ombre ni lacune. Ainsi, il appartient à la nature même de la grammaire d'être prescriptif
non pas du tout parce qu'elle voudrait imposer les normes d'un beau langage. Fidèle aux règles du goût, mais parce qu'elle réfère la possibilité radicale de parler à la mise en ordre de la représentation. De Stout de Tracy devait un jour remarquer que les meilleurs traités de logique au XVIIIe siècle avaient été écrits par des grammairiennes. C'est que les prescriptions de leur grammaire étaient d'ordre analytique, non esthétique. Et cette appartenance de langue au savoir libère tout un champ historique qui n'avait pas existé aux époques précédentes. Quelque chose comme une histoire de la connaissance devient possible. C'est que si la langue est une science spontanée, obscure à elle-même et malhabile, elle est en retour perfectionnée par les connaissances qui le pouvant se déposer dans leur mot sans y laisser le trace. Et comme l'emplacement vide de leur contenu, les langues, savoir imparfait, sont la mémoire fidèle de son perfectionnement. Elles induisent en erreur, mais elles enregistrent ce qu'on a appris dans leur ordre désordonné. Elles font naître de fausses idées, mais les idées vraies déposant en elles les marques ineffacables d'un ordre que le hasard n'aurait pu à lui seul disposer. Ce que nous laissons les civilisations et les peuples comme monuments de leur pensée, ce ne sont pas tellement les textes que les vocabulaires et les syntaxes, les sons de leur langue plutôt que les paroles qu'ils ont prononcées. Moins leur discours que ce qui les rendit possible, la discursivité de leur langage. La langue d'un peuple donne son vocabulaire, et son vocabulaire est une Bible assez fidèle de toutes les connaissances de ce peuple. Sur la seule comparaison de vocabulaire d'une nation en différents temps, on se formerait une idée de ses progrès. Chaque science a son nom, chaque notion dans les sciences a la sienne. Tout ce qui est connu dans la nature est désigné, ainsi que tout ce qu'on invente dans les arts et les phénomènes et les manœuvres
et les instruments. De là, la possibilité de faire une histoire de la liberté et de l'esclavage à partir des langues. Ou encore une histoire des opinions, des préjugés, des superstitions, des croyances de tout ordre, dont les écrits témoignent toujours moins bien que les mots eux-mêmes. De là aussi le projet de faire une encyclopédie des sciences et des arts qui ne suivent pas l'enchaînement des connaissances elles-mêmes, mais se logera dans la forme de langage à l'intérieur de l'espace ouvert dans les mots. C'est là que les temps à venir chercheront nécessairement ce que nous avons su en penser, car les mots, en leur découpage fruste, sont répartis sur cette ligne mitoyenne par quoi la science jouxte la perception et la réflexion les images. En eux, ce qu'on imagine devient ce qu'on sait. Et en revanche, ce qu'on sait devient ce qu'on se représente tous les jours. Les vieux rapports au texte, par quoi la Renaissance définissait l'érudition, s'est maintenant transformé. Il est devenu à l'âge classique le rapport au pur élément de la langue.